Merci Fabienne pour cette introduction. Alors, comme Fabienne m'a un peu taquiné en attendant que tout le monde s'installe, je vais quand même vous donner une précision, c'est que c'est mieux de prendre des notes parce qu'en fait, sur les planches, il y a beaucoup de grandes phrases et en fait, c'est aussi dans le discours qu'il y a des façons de les comprendre et de les interpréter. Donc, je vous conseille, je pense que chacun trouvera des petites astuces ou des petites choses qui le concernent. Donc, en guise de présentation, je vais en 2-3 minutes vous donner mon parcours, présenter les équipes de la présentation et comment elle va se dérouler. Donc, effectivement, j'avais au moment des fêtes, parce que cette mission s'est déroulée il y a quelques années, à peu près 20 ans d'expérience dans le développement commercial à l'export, dans les PME de la région, dans lesquels on avait des chiffres d'affaires constitués de l'ordre de 2 à 20 millions d'euros. Des tailles un petit peu différentes, aussi des différences parce qu'il y a eu des phases de croissance et des ratios d'export qui sont passés de 10% à 50% avec la constitution d'équipes et de team export dans ces entreprises qu'on n'avait pas forcément au départ. Donc une expérience de terrain qui m'a valu de donner aussi quelques cours à Lyon 3 en master d'intelligence économique. Voilà, on n'est pas du tout dans le cadre d'un cours, on serait plutôt dans les travaux pratiques, si on va faire la comparaison avec l'école. On va surtout parler de choses extrêmement concrètes. Et puis un dernier point que je voudrais signaler, c'est que j'ai eu la chance de faire partie des cofondateurs du cluster EDEN, qui est une association d'entreprises liée à la sécurité et à la défense. Le cluster a été créé ici à la CCI. Il faut le souligner, en partenariat avec le ministère de la Défense. Le principe de ce cluster, c'est de chasser en meute, et on a toujours un principe que les entreprises qui ont un petit peu plus d'expérience que les autres servent de locomotive pour entraîner par leur expérience les camarades qui sont un petit peu moins avancés. Donc j'irai dans mon parcours, il y a un petit peu cette logique de l'échange et du partage d'expérience. Et c'est pour ça que dans cette présentation, on présente sous une forme anecdotique pour un petit peu dédramatiser l'export. Alors, je n'ai pas cherché à... Je ne suis pas le maçon non plus, hein, je ne voudrais pas signaler que j'ai réussi à faire 10 erreurs sur une seule mission. Bon, cela dit, c'est un constat. C'est une mission qui ne s'est pas très bien passée. Donc, on verra ça après. L'idée, c'est que si on explique qu'un jour on a eu une demande d'un client avec un cahier des charges, qu'on a fait une offre, une démonstration, tout s'est bien passé, qu'on a pris la commande, on ne va pas apprendre grand-chose. Donc l'idée, c'est plutôt de partir à l'inverse, de voir quels sont les obstacles, les erreurs que l'on peut faire. J'ai travaillé un petit peu dans l'aéronautique et j'ai fait un parallèle avec la façon d'analyser les erreurs. Il y a quelques années, quand un pilote atterrissait sur une roue Lyon 3, il était pénalisé parce que forcément ça abîme les pneus, donc c'est une faute de pilotage, c'est une erreur. Maintenant, ce qui se passe dans l'aviation, aussi bien militaire que civile, c'est lorsqu'il y a un problème, ces problèmes ne sont pas sanctionnés. C'est-à-dire que les pilotes, enfin les personnels, font des rapports, ces rapports sont analysés, et on constate que ça a permis de faire baisser le nombre d'accidents extrêmement de façon très, très importante. Donc l'idée à travers ça, en essayant d'analyser les erreurs qui ont pu être faites, ça va être d'augmenter le taux de succès de nos démonstrations, et j'espère que ça profitera aux entreprises qui sont présentes. Alors pourquoi ce parallèle avec le risque? Parce qu'on parle souvent d'une démarche export qui est risquée, qui est compliquée, qui est difficile. Et forcément, ce n'est pas très encourageant pour les entreprises qui veulent démarrer. Parce que comme on ne sait pas faire, on a quelquefois un peu de réticence. Donc ce que je veux montrer à travers cet exemple et l'analyse des différentes erreurs qu'on peut relever sur cette mission, c'est que même lorsqu'on sait faire, on peut tout à fait se planter, commettre des erreurs. Et donc il ne faut pas hésiter à se lancer et puis à apprendre petit à petit. Voilà, donc le déroulé de cette mission, effectivement, c'est un cas tout à fait réel, d'une mission de prospection
qu'on avait organisé parce qu'on devait rapidement arriver à obtenir un contrat important sur cette affaire. Important, c'était à peu près 1 million d'euros pour une activité qui en faisait 10. C'était pas mal, ça posait. On était plusieurs sur le coup, on avait l'habitude de travailler en binôme avec un responsable technique, un responsable commercial. Et je peux dire que dans la société, on était l'équipe la plus expérimentée, ce qui n'a pas empêché que finalement sur ce coup-là, eh bien, on peut relever un certain nombre de problèmes que l'on a identifiés et qu'on va passer en revue. Donc le contexte de cette mission, en fait, on cherchait à vendre au Pérou des équipements pour hélicoptères. Il se trouve que c'était au Pérou et que c'était ce type d'équipement. Cela dit, ce qu'on a pu observer comme problème peut tout à fait s'appliquer à différents cas de figure et à des produits très différents. Alors, erreur numéro 1. Donc là, on va passer les 10 erreurs successivement. Donc là, on est plutôt dans la préparation. C'est un problème de logistique, à savoir qu'on a perdu du temps au niveau du dédouanement du matériel. Le matériel avait été expédié à l'avance, c'est normal. Cela dit, il faut savoir que dans beaucoup de pays, les autorités et les ministères qui ont le plus de pouvoir, ce sont les douanes. Et même quand on leur demande de se dépêcher, on n'est pas certain d'être entendu. Et dans ce cas-là, les personnes qui étaient nos correspondants sur place ont essayé de faire pression sur les douanes, mais ça n'a pas marché. Et donc, lorsqu'on est arrivé, le matériel n'était pas dédouané. Et effectivement, dans ce cas-là, on ne peut rien faire, on est obligé d'attendre. Et ça a pris une journée avant qu'on puisse récupérer le matériel. Alors, dans notre process, on avait l'habitude de prévoir un jour de battement dans lequel il y a des difficultés pour faire la démonstration, ça pourrait être des conditions météo ou autres. Dans ce cas-là, le temps de réserve a été consommé avant même de démarrer, donc c'était embêtant. Notre problème, donc on est arrivé du Lyon la veille. On a eu la chance de pouvoir arriver la veille parce qu'on a été prévenu juste avant le départ par la compagnie aérienne qui avait un problème et qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète, ils disent tout le temps ça. Donc il y avait un problème et que le vol direct, enfin, il n'y a pas de vol direct de Lyon à Lima, mais le vol transatlantique était tout simplement annulé. Alors, bon, il y a quand même un moment où on est justement par rapport à l'enjeu de cette démonstration finalement, ils nous ont expliqué qu'ils avaient trouvé un vol qui allait à peu près dans la même direction, parce qu'il partait au Brésil. Donc c'est vrai que vu de très loin, ça rapproche, mais enfin on était encore tout à fait un petit peu moins du compte. Donc finalement, au lieu d'arriver le matin, on est arrivé tard, et on est arrivé le soir bien fatigué et un petit peu énervé, ce qui n'est jamais très bon. Donc première conséquence, on va dire, négative de cette étape, c'est que notre marge de manœuvre a été consommée dès le départ. Et effectivement, c'est un point qu'on n'avait pas maîtrisé. Donc, autant que possible, la règle, c'est de partir une fois que tout est prêt, que tout est arrivé. C'est effectivement un petit peu plus contraignant en termes de planning. Il faut partir plus tôt, il faut prendre plus de précautions, mais c'est quand même important. Le deuxième point, c'est le montage industriel qui était un petit peu compliqué dans cette démonstration, puisqu'il s'agissait d'installer des capteurs sur des hélicoptères. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, on va dire, très facilement en arrivant sur l'hélicoptère du client avec une perceuse, en disant on va faire des trous, on va mettre nos machins et puis on va faire la démonstration. Donc on avait besoin d'une société spécialisée dans la maintenance aéronautique pour pouvoir placer nos capteurs sur des plaques, ces plaques qui étaient placées à des emplacements prévus pour ça. Il y a des plaques isolantes, il y en a d'autres qu'on peut mettre à la place. Donc on avait ce partenaire qu'on avait réussi à identifier et à convaincre de participer à nos démonstrations. Alors il y avait un petit souci quand même, c'est qu'il avait un correspondant sur place. Il ne nous avait pas expliqué ça. Et il avait profité de cette démonstration pour faire lui-même une mission de
retrouvé finalement avec notre équipe dans laquelle cet intégrateur, cette société faisait partie. Et puis lui, il avait aussi son agent et puis un peu son agenda, et avec des choses qui, en théorie, n'étaient pas conflictuelles, mais qui pouvaient être vues comme un peu perturbantes au niveau du client, et avec des risques d'intérêt divergents, puisqu'après tout, on était parti avec un projet qui était censé nous être attribué sur le produit, et on pouvait craindre que cette présence commerciale pour proposer des solutions on va dire voisines pour des applications similaires pouvait nous aider. Malheureusement, on a découvert ça sur place, donc un petit peu compliqué de définir une solution. C'est très compliqué de définir tout à l'avance. On aurait pu imaginer faire un contrat avec notre partenaire en parlant d'exclusivité, des choses comme ça. J'avoue que sur le coup, on n'a pas pensé qu'il pouvait intervenir de cette façon-là. Donc, important de bien connaître avec qui on travaille et comment ils sont organisés, quels sont nos réseaux. Un troisième point qui découle de ce partenariat, c'est au niveau du prix de vente. Donc, lorsqu'on avait démarré cette action de prospection, on nous avait expliqué que le prix n'était pas un obstacle parce que le client avait un besoin urgent et que donc il fallait absolument qu'il s'occupe de ses capteurs. On avait donné des ordres de grandeur de prix. Donc les choses étaient quand même assez bien validées. Mais finalement, en arrivant sur place, le client réagissait un peu d'une autre façon. On nous a expliqué qu'il trouvait que c'était un petit peu cher. Et finalement, le problème qui est apparu, c'est que dans la demande initiale, le client devait équiper une partie de sa flotte d'hélicoptères. Donc c'était simple, on avait 5 hélicoptères à équiper, ça faisait 1 million, pour faire des chiffres ronds. En fait, ce qui était très bien, c'est que ce client dispose de 50 hélicoptères. Et donc du coup, mathématiquement, ça faisait une affaire à 10 millions. Le problème, c'est que ça ne se décide pas de la même façon. Et que forcément il y a un certain nombre de paramètres à étudier lorsque l'on veut peut-être faire un prix dégressif par quantité, arriver en dessous de certains seuils de décision et effectivement avec un partenaire dans la boucle qui était cette société d'intégrateurs qui avait participé au montage des produits sur les hélicoptères sur place, qui avait son agent à rémunérer, on avait un petit peu de difficultés à établir des prix corrects. Vous savez que c'est jamais très bon devant un client lorsqu'on ne sait pas lui donner exactement le prix pour 1, pour 10, pour 50. On avait pourtant évidemment l'habitude de faire des tarifs extrêmement clairs sur la plupart de nos produits. Ce cas était un cas un petit peu particulier et en fait on s'est fait un petit peu attraper sur cette question. Alors c'est un point qu'on n'avait pas envisagé au départ. Le client devait équiper simplement un petit nombre de ces machines qui étaient dans une zone dangereuse, qui justifiait l'utilisation de ces capteurs. Le problème, c'est que dans son concept d'emploi, il ne voulait pas dédier les machines, les hélicoptères, exclusivement à l'utilisation sur cette zone. Donc pour se simplifier la tâche, entre guillemets, il fallait que tous ces hélicoptères soient identiques. Et donc, on arrive finalement à une affaire qui a un budget qui dépassait probablement le pouvoir de décision des personnes. Et nous, on n'avait pas une solution d'entrée de gamme un petit peu moins chère pour arriver à régler ce problème. Alors, victime de succès, vous allez croire qu'on cherchait à échouer, non, c'est pas ça. Notre démonstration, parce que on a eu toutes ces discussions avec les agents, le temps de se rendre sur le site de la démonstration. On fait notre montage de nos capteurs, tout se passe très bien, la démonstration se déroule parfaitement, les clients sont convaincus, on avait avec nous un évaluateur qui faisait un rapport, tous les signaux étaient ouverts, on rentre dans la capitale, on fait notre réunion de débriefing auprès des autorités, parce que c'était des hélicoptères militaires, donc on avait une réunion au ministère de la Défense. Donc tout se passe bien. On sort de la réunion, on était une
qu'on fait à bloc, et après on reçoit un coup de fil en nous disant bah, écoutez, l'affaire étant urgente, le rapport est remonté en interne très rapidement au sein du ministère de la Défense, et là il y a un chef d'état-major qui a dit ah, mais ce truc-là c'est génial, je veux absolument le voir. Ah. Alors ça on ne l'avait pas prévu, et puis bah, effectivement c'est quand même un problème. On était absolument persuadés de partir avec notre contrat, et on a eu cette demande de faire une deuxième démonstration. Alors, petit problème, cette démonstration a beaucoup moins bien marché que la première, donc ça ce sera un point qu'on détaillera ensuite. Mais en fait, le problème, si on peut, c'est effectivement d'arriver à s'arrêter à un moment donné et à dire stop. La démonstration est satisfaisante, on a des preuves, on a des rapports, on a des données. Est-ce qu'on peut avancer? Il faut absolument essayer de verrouiller cette étape, parce que là, finalement, tous ces efforts de cette première démonstration extrêmement réussie ont été perdus par la suite. Alors, produit PASEC, bon, on était dans un cas de figure où ce client avait une utilisation du système un petit peu différente des autres clients qu'on connaissait, avec lesquels on avait fait des missions similaires. Et bon, les hélicoptères, c'est un peu comme les voitures, il y a des 308, il y a des bus, il y a des camions. Là, on était sur une machine, c'est un peu l'équivalent d'un autobus. Et du coup, lorsque notre système déclenchait des alertes, il pouvait y avoir plusieurs personnes à prévenir, le pilote, le mécanicien de bord, mais qui déjà se trouve à l'extérieur d'une cellule, et puis peut-être un personnel qui est à le bout de l'hélicoptère, donc il se trouve à une dizaine de mètres. Et si on veut prévenir tout le monde, il faut mettre des écrans. Donc il faut avoir des écrans qui sont compatibles aéronautiques, il faut mettre un tuyau pour faire passer les informations, il faut un logiciel qui dit qu'il faut faire passer l'information, c'est fini pour les afficher sur le alors, pourquoi pas, pas de problème. Là, on était en pleine évolution du produit, donc on était ouvert à ce type de demande. Malheureusement, le client ne savait pas trop ce qu'il voulait, parce que finalement, si on met 3 afficheurs pour mettre une information, comment on réagit? Qui décide? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, quelle taille doit avoir les écrans? Donc, en fait, il n'avait pas vraiment d'idée exacte de ce qu'il voulait faire. Et puis nous, effectivement, une fois qu'on n'était plus sur place, c'était très difficile de pouvoir tester nos équipements, puisqu'on n'avait plus l'accès aux hélicoptères, ce sont des équipements un petit peu particuliers, tous ces écrans qui coûtent très cher, et donc ce sont des configurations qui sont difficiles à définir. Donc là, le problème est un petit peu double, c'est-à-dire à la fois d'avoir un produit qui n'est peut-être pas complètement défini, et également d'avoir un client qui ne sait pas forcément ce qu'il veut. Ça se règle normalement avec un agent qui connaît bien son client et qui nous connaît bien, qui sait qu'on peut avoir le défaut d'être tenté parce qu'on a une culture technique de répondre à la demande, et qui va nous cadrer, et qui va aussi cadrer le client en lui disant bah oui, il vous faut 2 écrans, pas un plus. À un moment donné, il faut que quelqu'un soit directif pour imposer une solution. Sinon, on reste en boucle ouverte et on ne peut pas faire une offre sur un système qui n'est pas défini, et on en sort. Alors, le rôle de l'agent, puisqu'on en parlait, normalement, il faut que ce soit un bon agent. Alors, comment on définit un bon agent? Il n'y a pas beaucoup de critères jusqu'au moment où on a reçu une commande, mais avant, on est toujours un petit peu dans le flou. Ici, on avait un cas d'un agent qui était sur la zone, qui était sur l'Amérique du Sud, mais qui n'était pas au Pérou lui-même, et donc il avait un relais dans le pays. Alors ce genre de configuration, personne qui tique, c'est pas normal, mais en même temps il nous avait expliqué qu'il maîtrisait tellement bien la situation qu'on avait été tenté de le croire. Alors, on avait quand même un petit peu de bouteille, donc on avait fait un certain nombre de vérifications, tout ceci était assez convaincant, donc on savait que ce n'était pas idéal, on a décidé d'y aller quand même, mais il s'avère que finalement, un certain nombre de ces problèmes que nous avons rencontrés sont peut-être arrivés du fait que la demande du client, passée par l'agent du Pérou,
qui lui expliquait, qui a ensuite communiqué avec nous, et après ça repartait dans l'autre sens, et ça peut conduire à ce genre de situation où au final on a une demande qui est un petit peu imprécise ou une offre qui ne correspond pas exactement. Bon, l'agent du partenaire, c'était un monsieur très gentil, un petit peu âgé, et souvent dans ce genre de configuration, c'est les affaires de famille, parce que c'est beaucoup de relationnel, et c'est son fils qui est venu, parce que la démonstration c'était un peu tout terrain, il fallait aller un peu dans la jungle. Peut-être également le fait que son fils soit venu et pas le père, ça peut avoir joué aussi par rapport à tout le relationnel qui serait, notamment avec l'évaluateur technique qui est venu, qui a écrit son rapport. Donc, comme on dit, le diable se cache dans les détails, et ici on avait peut-être loupé quelque chose. Après, un point qui était important, eh bien, c'est que on n'était pas très loin du moment où les personnels militaires changent de poste tous les 3 ans. Et donc, on avait une fenêtre de tir qui était très favorable à condition que tout se passe bien et puisse avoir lieu dans des délais raisonnables. Et à partir du moment où les délais s'étiraient, on n'avait plus accès aux mêmes personnes, donc pas forcément avec un dossier vu avec la même bienveillance qu'auparavant. Donc ce qui était quand même intéressant au final, même si on était relativement nombreux à participer à cette démonstration, on était 2 de la société, il y avait notre agent avec son correspondant local, il y avait un représentant de l'intégrateur, donc on était 5 personnes, ce qui en face d'un groupe de clients est aussi positif. Maintenant, cette configuration était peut-être pas bonne parce qu'on n'avait pas finalement la vision assez claire des personnes qu'il fallait réellement convaincre et de qui était le décisionnaire dans ce processus. Alors, le suivi élastique, je dis par souci d'économie, mais aussi ça nous semblait logique, c'est-à-dire que la deuxième démonstration, on s'est dit, comme la première a tellement bien marché, et puis qu'on a vu comment ça se passait, qu'on avait réglé toutes les difficultés d'installation, qu'on connaissait les hôtels, les lieux, enfin tout ce qu'on peut imaginer quand on fait une démonstration à 10 000 km. Bon, on s'est dit, finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'y aller à 2, et mon collègue est parti tout seul. Et alors, moi j'y allais totalement confiance, mais le problème c'est qu'on n'avait pas prévu que ça se passerait mal, et au final on n'arrive pas, on n'a pas réussi à vraiment comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que techniquement il y a eu un problème? Est-ce que les paramètres de test ont été un petit peu différents? Est-ce que les gens, les représentants du client qui nous aidaient étaient stressés parce qu'il y avait un chef d'état-major, ça peut arriver, ils n'ont peut-être pas fait exactement la même chose que la première fois. Est-ce que sur un plan relationnel, il y a eu un problème parce que ce nouvel intervenant VIP était quelqu'un de difficile, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'imaginait avoir des commissions, ou enfin, on ne sait pas. Donc, est-ce que quelque chose s'est mal passé? Est-ce que simplement les conditions de test ont fait que la météo était très défavorable, ou voilà, que sais-je. Donc on n'a pas de retour, et du fait qu'on n'était pas dans la même configuration, eh bien mon collègue pouvait voir qu'une partie des informations, donc même lui n'avait pas de certitude sur ce qui s'est passé. Donc si on était reparti à l'identique, on aurait peut-être eu finalement le résultat qu'on souhaitait. Et tout ça finalement pour une économie d'un billet d'avion, de nuit d'hôtel. Alors effectivement, une semaine de temps, et peut-être que pendant ce temps, j'ai fait des choses. Mais finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on est sur une affaire qu'il faut absolument la concrétiser, il ne faut pas la lâcher, et il ne faut peut-être pas faire de fausses économies. Alors après, on va rentrer dans des considérations qui sont plus sur la façon dont on a appréhendé cette action. Est-ce que vraiment c'était trop beau pour être vrai? Alors, ce qu'on nous a dit, que le client allait acheter ces systèmes, que c'était important, on a pu effectivement le vérifier sur place. Je
vous ai déjà dit qu'on avait cette fenêtre temporello-budgétaire, donc il fallait se dépêcher. Mais en fait, on a fait un petit peu tout à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude, on identifiait un client, on avait une demande de démonstration pour un produit qu'on maîtrisait, et ensuite on savait qu'on allait proposer quelque chose. Ici, c'était l'inverse. On avait un client qui devait nous passer une commande, mais à la limite, c'était un peu comme s'il allait nous passer une commande de n'importe quoi. Alors qu'en fait, il ne connaissait pas bien le produit, ni son utilisation. Donc, ça a quand même induit un certain nombre de paramètres qui ont fait qu'on est parti un petit peu à l'envers dans cette histoire, et que même si on avait des processus de revue, de configuration, finalement on est parti un petit peu à toute vitesse pour essayer de ramasser cette commande qui n'attendait que nous. En plus, elle avait un deuxième attrait, cette mission, c'est qu'elle était extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire des manips sur hélicoptère, on n'en faisait pas tous les jours, ça faisait partie de notre gamme de produits, mais c'était quand même quelque chose de plutôt exceptionnel. Bon, elle était très loin, il fallait très rapidement, parce qu'en plus on était prévenu peu de temps à l'avance, régler des problèmes d'exportation de matériel sensible. Donc finalement, on l'a un petit peu présenté de cette manière-là. Vous ne pouvez certainement pas faire la démonstration en septembre au Pérou. Et puis nous, on a dit, ah si, chiche, on va y arriver. Donc en fait, on a pris ça comme un défi, et finalement, on a peut-être fait quelque chose que l'on n'aurait pas dû faire, objectivement. Et alors maintenant, je peux le dire d'une façon tout à fait libre, je ne suis pas sûr qu'on ait demandé toutes les autorisations, enfin qu'on ait suivi toutes les voies normales pour demander l'autorisation de faire cette mission. Et là, je suis même totalement convaincu que je ne me rappelle plus l'avoir fait parce qu'on aurait balayé tous les obstacles qu'on aurait pu mettre devant nous. Là, on avait un certain nombre d'informations, il y avait des budgets, on y arrivait. Voilà. On est vraiment parti dans l'idée que plus c'était compliqué, plus on allait arriver à le faire. Et donc, on est devenu, entre guillemets, inarrêtable. Et là, il y avait probablement un petit manque, une perte de lucidité et une procédure dans la société qui aurait dû dire, attendez, là vous allez faire ça, mais du coup si vous allez arrêter autre chose, alors il aurait dû avoir un petit peu de prise de recul pour qu'on évite de tomber dans ce piège. Bon, après, on a effectivement une série de paramètres qui sont liés à l'éloignement, qui créent des risques qui les augmentent. C'était le premier projet dans ce pays, le premier projet avec cet agent. Donc même si on avait validé tout ce qu'on pouvait valider, on n'avait pas de recul. On avait un petit risque sur la mise au point du produit. Alors en même temps, on avait retourné cet argument en disant c'est l'occasion de finir sa mise au point, mais en même temps, on pouvait avoir un risque que le client ne soit pas satisfait des résultats, qu'on ait des problèmes de garantie, et forcément, quand on doit faire tout ça à distance, c'est bien plus compliqué. Alors, pour se protéger un petit peu de ça, on va augmenter les prix. Quand on augmente le prix, le client commence à trouver que c'est cher. Et finalement, tous ces éléments de bout à bout font que cette affaire qui avait l'air parfaitement bien engagée, s'est retrouvée partir un petit peu en vrille au fur et à mesure qu'on a eu des difficultés. Donc effectivement, lorsqu'on est dans du grand export, il faut bien considérer que tous les problèmes de communication, de logistique, sont multipliés par 10. Parce que même si le prix d'un billet d'avion, c'est pas forcément compliqué, de partir faire un essai au Pérou, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller le faire en Suisse ou en Belgique. Donc on a été dans une logique un petit peu d'équilibriste et on a été rattrapé par la réalité. Alors, comme j'ai essayé de l'expliquer, il y a un certain paradoxe dans cette mission, c'est qu'on a vu ces difficultés, mais on les a ignorées. On les a ignorées en pensant qu'on était assez fort pour arriver à remplir une mission, entre guillemets, difficile. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est un petit peu embêtant. Il est important, d'une façon permanente, de se remettre en cause
de ne pas se laisser griser. C'est vrai qu'avec mon collègue, on a été absolument passionnés de ces actions à l'export, et donc il faut garder un petit peu de lucidité et savoir refuser parfois des démonstrations ou passer par un certain nombre d'étapes, faire des démonstrations payantes par exemple, ça permet de voir si un client est motivé. Donc un certain nombre de jalons. Évidemment, tout ce qu'on aurait pu mettre dans ce cas-là aurait été balayé parce qu'on était certain que le client allait passer cette commande. Voilà. Mais finalement, on aurait peut-être dû le faire d'une autre façon. Alors, bon, on n'a pas de gain, évidemment, quand on fait ces actions, c'est bien pour prendre des commandes, donc il y a des enjeux financiers importants. Bon, on aurait peut-être pu avoir une commande un petit peu plus d'un montant plus faible, plus proche. On aurait peut-être pu changer notre fusil d'épaule et avoir une action de prospection dans un autre pays avec moins d'énergie. Voilà. Là, j'avoue qu'on a été extrêmement tenté de relever un défi et c'est pour cette raison qu'on est parti dans cette mission. Alors, je ne sais pas parmi vous s'il y a des primo-exportateurs ou des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience. Bon, ceux qui ont de l'expérience, j'imagine, qui se reconnaissent un petit peu dans certaines de ces aventures. Lorsqu'on démarre, effectivement, il faut démarrer, on va dire petit à petit. Pas chercher à faire quelque chose d'aussi compliqué. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Et puis, un point qui est extrêmement important, c'est que souvent, on se dit qu'il faut qu'on ait un produit qui soit facile à vendre. Mais on voit que dans ce cas-là, il faut surtout qu'il soit facile à acheter par le client. Tout ce qu'on a fait par étapes, on a rendu les choses un petit peu compliquées, alors qu'au départ, ça devait être facile. Sur cette mission, un point qui est aussi qui m'a un petit peu perturbé, entre guillemets, c'est que finalement, ça s'est étiré sur plusieurs mois et on n'a pas cherché tout de suite à faire un débriefing de savoir pourquoi ça n'avait pas marché. Et même encore aujourd'hui, parmi toutes les causes possibles, on n'est pas certain de ce qui n'a pas fonctionné. Donc je pense que c'est extrêmement important. On continue d'essayer d'analyser ce qui se passe pour effectivement ne pas répéter les erreurs, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a plein de choses que l'on peut faire ou ne pas faire, et l'important, c'est surtout de ne pas les répéter. Et puis alors pour mon ancienne société, on s'est tout à fait remis de cet échec. C'était une affaire on n'a pas loupé tant que ça, et ça n'empêche pas que ce produit est quand même toujours vendu en grande quantité et que l'activité n'a pas pâti de cette action, mais on pourrait imaginer des cas où la société loupe un contrat qui était vital, et à ce moment-là, il ne faudrait pas le rater comme ça. Alors ici, c'est un petit clin d'œil pour les ambassadeurs de Lyon, parce que j'avais pris une photo sur le site. Alors je ne l'ai pas montré tout de suite parce que je pense que la présence là-bas était contraire à un certain nombre de règles de sécurité. Mais comme il m'a envoyé une invitation à la Foire de Lyon, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon action ambassadeur. Et donc j'avais pris une photo au fin fond du Pérou avec le petit lion de Mignon.